Sous la pression des États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à organiser une élection présidentielle en Ukraine malgré la guerre, à condition que la sécurité du vote soit garantie par les États-Unis. Mais alors pourquoi organiser maintenant une élection présidentielle? Est-ce vraiment possible? Que viennent faire les États-Unis là-dedans? Et qui pourrait être le prochain président ukrainien? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour sur YouTube et en podcast audio. Avant de revenir sur une potentielle élection présidentielle en Ukraine, revenons sur le contexte. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine continue avec des bombardements provenant chaque jour de la Russie et de l'Ukraine, tandis que l'armée russe continue de progresser à l'est dans certaines régions ukrainiennes. En parallèle, on vous en a déjà parlé, des négociations, notamment menées par les États-Unis, sont actuellement en cours pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Ce mercredi, un haut responsable ukrainien a indiqué à l'AFP que l'Ukraine avait remis un nouveau plan de paix aux États-Unis, sans qu'on en sache pour l'instant les détails. Et pour revenir au sujet de l'élection présidentielle, ça fait maintenant plusieurs mois que la Russie réclame l'organisation d'une nouvelle présidentielle en Ukraine, affirmant que Volodymyr Zelensky serait un président illégitime, une manœuvre visant notamment à le décrédibiliser. Mais cet argument est aujourd'hui aussi repris par le président américain Donald Trump, qui mettrait la pression à l'Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu coûte que coûte et pour la tenue justement d'une nouvelle élection présidentielle. Mais alors, d'où vient l'argument qui affirme que Volodymyr Zelensky serait un président illégitime? Eh bien, en théorie, le mandat de Volodymyr Zelensky est achevé depuis mai 2024. Le président ukrainien a en effet été élu en 2019 pour un mandat de 5 ans et en temps normal, une présidentielle aurait bien dû être organisée. Mais vous vous en doutez, l'invasion russe à grande échelle en février 2022 de l'Ukraine a bouleversé le calendrier électoral classique. En fait, depuis le premier jour de l'invasion russe de l'Ukraine, donc le 24 février 2022, l'Ukraine est placée sous le régime de la loi martiale, une loi qui existe et peut être déclarée dans de nombreux pays. Très concrètement, il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui peut être instaurée lors de crises comme la guerre et lors de laquelle le gouvernement confie temporairement le pouvoir aux forces armées pour maintenir l'ordre public. En Ukraine, même si ça s'est un peu allégé récemment, sauf exception, les hommes âgés de 18 à 60 ans ont par exemple aussi interdiction de quitter le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, c'est donc cette loi martiale qui empêche la tenue de toutes nouvelles élections, qu'elles soient présidentielles ou encore parlementaires et locales, comme l'affirme la constitution ukrainienne, donc la norme suprême du pays. Autrement dit, tant que la guerre continue et que le pays est placé sous le régime de la loi martiale, il est pour le moment légalement impossible d'organiser une élection. Et si on reparle de tout ça aujourd'hui, c'est justement suite aux nombreuses pressions américaines. Ce mardi, Donald Trump a par exemple estimé que l'Ukraine, je cite, utilise la guerre pour ne pas organiser d'élections, ce que Volodymyr Zelensky rejette. Et c'est donc dans ce contexte que le président ukrainien a déclaré ce mercredi être prêt à organiser une élection présidentielle dans un délai de 30 à 90 jours, à une condition essentielle, que la sécurité du scrutin puisse être pleinement garantie. Pour assurer cette sécurité, il a directement demandé l'aide des États-Unis et éventuellement celle de ses alliés européens, dont la France fait notamment partie. En échange, il a affirmé avoir demandé aux députés ukrainiens de préparer des propositions visant à modifier le droit afin de pouvoir organiser des élections, et ce, alors que la loi martiale est appliquée. Mais alors attention, aucune élection n'a pour l'instant encore été officiellement actée. Mais alors, de quelle sécurité parle-t-on et pourquoi une élection est difficile à mettre en place en temps de guerre? Au-delà des enjeux sécuritaires, puisque le pays est régulièrement frappé par des bombardements russes qui touchent fréquemment des civils, il existe aussi des obstacles pratiques à une telle élection. Pour qu'elle soit équitable, il faudrait notamment que tous les Ukrainiens puissent y participer, y compris les milliers de soldats sur le front qui pourraient être dans l'incapacité de voter. Il en va de même pour les Ukrainiens habitant dans les zones sous contrôle russe qui, sans garantie, pourraient être empêchés de voter. Le tout sans compter l'organisation du vote pour les millions d'Ukrainiens vivant à l'étranger en raison du conflit, selon l'ONU. De nombreux analystes et politiciens soutiennent également qu'il y aurait de grandes chances que la Russie s'immisce dans cette élection pour avantager son pays. Selon les médias et sondages locaux, plusieurs Ukrainiens seraient aussi défavorables à la tenue de telles élections à l'heure actuelle, affirmant que ça risquerait de diviser le pays. Certains politiciens de l'opposition, même en Ukraine, rejettent eux aussi la tenue d'élections, d'un côté car elle aurait lieu trop vite, sans leur laisser le temps de se préparer, notamment pour la campagne, mais aussi parce qu'elle pourrait avantager la Russie en divisant le pays. En tout cas, si une telle élection devait avoir lieu, Zelensky reste aujourd'hui assez populaire en Ukraine selon les sondages, mais il n'a pour l'instant pas encore déclaré s'il comptait se présenter ou non. Autrement, d'autres candidats sont déjà pressentis, notamment Valery Zaloujny, l'actuel ambassadeur d'Ukraine à Londres, et surtout le commandant en chef de l'armée ukrainienne de 2021 à 2024. Parmi les autres noms, on peut également citer l'actuel maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui est aussi assez populaire mais qui ne semble pas avoir pour le moment l'intention de se présenter. L'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko, qui avait été battu par Zelensky, avait aussi par exemple déclaré le 2 avril 2024 qu'il prévoyait de se représenter, mais seulement une fois la guerre avec la Russie terminée. Alors je vous le rappelle, encore une fois, pour l'instant, aucune élection n'est prévue et aucune personnalité n'a déclaré si elle se présentait ou non, mais on trouvait ça quand même intéressant de revenir un petit peu sur ce sujet, puisqu'on en entend beaucoup parler dans l'actualité. On risque aussi d'en entendre
en parler dans les prochaines semaines. En tout cas, concernant l'avancée des négociations, ce jeudi après-midi, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, qu'il faudra une élection ou un référendum sur la question des territoires de l'Est de l'Ukraine, donc actuellement annexés par la Russie. Une affirmation qui laisse donc entrevoir une potentielle cession de territoire ukrainien à la Russie. Selon lui, les États-Unis auraient également proposé la création d'une zone économique libre et démilitarisée dans l'Est de l'Ukraine, une zone totalement neutre en quelque sorte. On en reparlera en détail quand on en saura plus. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette première actu. Donald Trump a annoncé ce mercredi la saisie d'un navire transportant une importante cargaison de pétrole au large du Venezuela, un pays d'Amérique du Sud. Alors le président américain n'a pas donné de détails sur le navire, son propriétaire ou sa destination, mais a déclaré, je cite, qu'il a été saisi pour de très bonnes raisons, en précisant que les États-Unis comptaient garder la cargaison. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a plus tard affirmé sur X que le navire saisi transportait du pétrole soumis à des sanctions en provenance du Venezuela et de l'Iran. En fait, depuis septembre, Donald Trump maintient une importante présence militaire dans la mer des Caraïbes, avec des navires de guerre et des bombardiers. Les États-Unis ont aussi mené des frappes contre des embarcations accusées de transporter de la drogue sans que les autorités n'en apportent forcément la preuve. En fait, derrière tout ça, de nombreux analystes soulignent que le but de l'administration Trump est de faire pression sur Nicolás Maduro, le président vénézuélien à la tête du pays depuis 2013. Dans un récent entretien, Donald Trump affirmait au site Politico que les jours de Maduro étaient, je cite, comptés, et donc c'est pour ça que les États-Unis s'attaquent au pétrole, qui est la principale source de revenus du Venezuela. Actuellement, le pétrole vénézuélien est soumis à un embargo, c'est-à-dire une interdiction de le vendre à d'autres pays. Le Venezuela est donc obligé de vendre sa production sur le marché noir à des prix beaucoup plus bas, notamment à destination de la Chine. La saisie du pétrolier ce mercredi par les États-Unis pourrait donc peser sur les exportations en dissuadant les acheteurs potentiels. Selon un représentant commercial de l'Union européenne à Caracas, la capitale du Venezuela, les achats de pétrole brut au Venezuela devraient passer de 1,5 milliard d'euros en 2024 à 383 millions d'euros en 2025, soit une chute de 75% en un an. Face à ça, le président vénézuélien Nicolás Maduro a exigé, je cite, la fin de l'ingérence illégale et brutale des États-Unis. Et d'ailleurs, vu qu'on parle du Venezuela, l'opposante vénézuélienne Marina Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025, a fait ce mercredi sa première apparition publique en 11 mois à Oslo, donc la capitale de la Norvège, où se trouve justement le Centre Nobel de la paix. La veille, elle avait manqué la cérémonie de remise de son prix qui récompense ses efforts pour la démocratie dans son pays. Deuxième actu, et c'est une première, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International accuse le Hamas et d'autres groupes armés d'avoir commis des crimes contre l'humanité, notamment le 7 octobre 2023 en Israël. C'est la conclusion d'un rapport de 170 pages paru ce jeudi. Ce jour-là, le mouvement islamiste armé et ses alliés ont tué 1221 personnes, dont la plupart étaient des civils selon Israël. Amnesty accuse notamment le Hamas d'avoir commis un crime d'extermination, mais recense également l'emprisonnement, la torture, la disparition forcée, le viol et d'autres formes de violence sexuelle. L'ONG affirme également que ces crimes se sont poursuivis après le 7 octobre 2023 en détenant et maltraitant des otages ainsi qu'en retenant des corps enlevés. Par le passé, Amnesty International avait déjà conclu que le Hamas et d'autres groupes armés avaient commis des crimes de guerre, mais c'est la première fois que l'ONG parle de crimes contre l'humanité qui ne sont pas définis de la même manière dans le droit international. Dans le statut de Rome, donc le traité international qui a créé la Cour pénale internationale, les crimes contre l'humanité sont des actes commis, je cite, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Les crimes de guerre, eux, sont des violations graves du droit international commises à l'encontre de civils ou de combattants à l'occasion d'un conflit armé. Troisième actu, et ça concerne la guerre en Ukraine. La Russie dit avoir abattu 287 drones ukrainiens dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui en ferait l'une des attaques les plus massives de l'armée ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022. A noter que sur ces drones, interceptés et abattus par la défense anti-aérienne russe, 32 se dirigeaient vers Moscou, la capitale de la Russie, a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué posté sur Telegram. L'agence fédérale du transport aérien a également annoncé des restrictions temporaires dans les 4 aéroports de Moscou, avec des dizaines de vols annulés, reportés ou redirigés vers d'autres aéroports. Cette annonce intervient alors que l'Ukraine a remis ce mercredi aux États-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, selon des hauts responsables ukrainiens, mais ni les États-Unis ni la Russie n'ont encore réagi pour le moment. Quatrième actu, si vous comptez bientôt voyager aux États-Unis, écoutez bien ce changement qui pourrait vous concerner. Les autorités américaines veulent durcir les conditions d'entrée sur le territoire, ce qui pourrait donc concerner les Français qui voyagent sous le régime ESTA, donc un visa touristique de 90 jours maximum. En gros, l'administration américaine pourrait bientôt exiger des touristes étrangers 5 ans d'historique de réseaux sociaux,
donc les liens vers tous leurs profils, TikTok, Insta, Facebook ou Snap, les numéros de téléphone utilisés au cours des 5 dernières années et toutes les adresses mail utilisées sur les 10 dernières années. L'administration Trump souhaite aussi rajouter dans l'ESTA des informations sur les membres de sa famille, à savoir nom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone ou encore adresse de résidence. Ça ne concerne donc pas juste les Français, mais aussi les Britanniques, les Japonais ou encore les Allemands. Bref, toutes les nationalités qui peuvent voyager sans visa aux USA et donc avec un ESTA. La proposition a été publiée ce mercredi dans le journal officiel américain, ce qui veut dire que s'il n'est pas contesté en justice, il sera appliqué d'ici 60 jours. À noter que cette proposition intervient dans un contexte de renforcement des frontières par Donald Trump et alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde de football en 2026 avec le Canada et le Mexique et se préparent donc à l'arrivée de centaines de milliers de supporters venus du monde entier. Cinquième actu, et c'est une triste nouvelle, le trafic d'animaux vivants a atteint un record en 2025 selon Interpol, la police internationale. Au total, près de 30 000 animaux vivants ont été saisis au cours d'une vaste opération internationale. Parmi eux, 6160 oiseaux, 2040 tortues, 1150 reptiles, 208 primates, 46 pangolins, 10 grands félins et 19 415 autres animaux sauvages. Les mammifères ne sont pas les seuls concernés, quasiment 10 500 papillons, araignées et insectes ont aussi été saisis et le trafic d'animaux marins protégés est également en hausse. Très concrètement, entre le 15 septembre et le 15 octobre, les autorités de 134 pays ont saisi des dizaines de milliers d'animaux et de plantes protégées, des dizaines de milliers de mètres cubes de bois obtenus illégalement et 30 tonnes d'espèces considérées comme menacées d'extinction. L'essentiel du trafic d'espèces sauvages porte sur ces animaux, souvent destinés à la médecine traditionnelle ou à des spécialités culinaires. Selon les estimations d'Interpol, je cite, les crimes contre les espèces sauvages représentent 20 milliards de dollars par an, mais la nature clandestine de ce commerce laisse penser que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. Et on termine avec cette actualité, et c'est une bonne nouvelle cette fois-ci, plus de 16 000 empreintes de dinosaures ont été recensées sur un site en Bolivie, et c'est un record. Ces empreintes qui datent de la fin du Crétacé, donc il y a plus de 66 millions d'années, ont été laissées par des dinosaures, principalement des théropodes à 3 doigts, qui marchaient, couraient, nageaient ou traînaient leur queue le long d'une ancienne côte aujourd'hui située à haute altitude. C'est assez majeur pour les scientifiques car la diversité et la densité des traces offrent une fenêtre exceptionnelle de connaissances sur le comportement de ces animaux. Elles permettent d'observer non seulement leurs déplacements mais aussi des activités comme la nage qui sont rarement préservées. L'étude, publiée dans la revue scientifique américaine PLOS One, met en évidence des pistes orientées majoritairement dans une même direction, ce qui suggère des zones de passage fréquentées par de nombreux individus et ça donne un aperçu inédit de la vie des dinosaures à cette époque. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ces actus du jour aujourd'hui. Hugo revient demain, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.